Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey, je suis créatrice de modèles de tricot et ceci est un podcast où je vous partage mes créations en art du fil. J'espère que vous allez bien. Épisode de rentrée hyper chargé. Hyper chargé, j'ai beaucoup de choses à vous montrer qui je l'espère vous plairont. Beaucoup de dentelle, beaucoup de gris et crème. Et quelques intrus dans tout ça. Mais voilà, donc j'espère que vous allez bien, que la rentrée se passe bien si vous êtes concernés. Je vais commencer, vous pouvez trouver tous les tons des différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo YouTube. Donc si vous voulez sauter un passage ou retrouver un projet en particulier, n'hésitez pas à regarder ça. Je mets aussi les liens vers tout ce dont je parle, les patrons et les laines que je vais mentionner, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux, mes boutiques de patrons et ma page Patreon si vous souhaitez soutenir mon travail, et on en reparle à la fin. Beaucoup de modèles à vous présenter. Oui, j'ai 3 nouveaux modèles que j'ai publiés au cours des dernières semaines, et on va un peu remonter le temps et commencer par le plus récent, celui qui vient tout juste de paraître et qui est le pull que je porte, qui est le pull baleine. Donc c'est un pull un peu de mi-saison puisqu'il se tricote tout en dentelle, donc plutôt à porter par-dessus quelque chose. Et alors, c'est un pull à épaules tombantes qui se tricote de bas en haut. Donc on commence par le corps, on a des petites côtes torse et on a ces motifs de dentelle, donc ils sont sur le devant et également sur le dos. Je porte dessous un débardeur en dos nageur, c'est pour ça que on voit bien les bretelles, mais ça ne me dérange pas personnellement. Mais voilà, donc il y a plusieurs motifs. Vous avez, disons, les motifs simples, c'est ceci, qui consiste en ces 2 colonnes-ci. Et vous avez une sorte de panneau central qui est adapté pour les grandes tailles. Donc vous avez 2 grilles différentes, une pour le premier jeu de taille et une pour le deuxième jeu de taille. Mais ce sont les mêmes motifs, donc vous avez ce point-ci, ce petit jeu ici de jeté et des triangles en maille en vert qui sont, disons, le point principal de la dentelle. On tricote en rond jusqu'aux emmanchures, on sépare le devant et le dos, on continue jusqu'en haut, on fait suivre la dentelle en faisant les diminutions sur le corps, sur le col. L'encolure, vous voyez, est assez ouverte et dégagée. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de léger à mettre par-dessus une robe, par-dessus des débardeurs. On monte, on forme les épaules avec quelques rangs raccourcis en arrêtant la dentelle pour plus de simplicité à ce moment-là. Et ensuite, on relève les mailles autour des manches pour les tricoter dans ce jeu de motifs-ci en rond. Très simple à modifier, la longueur comme d'habitude de corps, mais de manches aussi, si vous voulez des manches courtes, si vous voulez des manches plus longues. Moi j'ai fait des manches 3/4. Et voilà. Je vous montre un petit peu. Donc à porter avec pas mal d'aisance. Vous faites bien ce que vous voulez. Mais vu le fait que ce soit tout en dentelle, notamment au niveau des manches, prévoyez quand même un petit peu d'aisance. Sinon ça peut être un petit peu désagréable d'avoir la dentelle étirée comme ça. Mais voilà. Donc ça se tricote en fil fingering. Tout fil fingering, donc autour de 400 mètres pour 100 grammes devrait convenir. Autour, hein. Voilà. Que ce soit des laines mérino superwash classiques, de chez Teinturier ou pas, les laines à chaussettes, etc. Ou des fils un petit peu plus légers. J'ai utilisé pour ma part un fil qui va être un petit peu difficile à avoir. Il s'agit de la base Chicadie de The Woolly Skin, donc qui est une teinturière lyonnaise, et qui malheureusement elle n'en a pas. Elle n'a pas pu en ravoir cette année. Un petit peu compliqué les bases végétales puisque c'est un mélange de coton et lin. Voilà, donc si vous trouvez des équivalents,
voilà ce que ça donne. C'est quelque chose qui est léger, qui a du drapé, etc. et qui a une très jolie définition. Mais voilà, comme je vous le dis, qu'est-ce qu'il dit ? Ah, je crois que mon frère a regardé le nouvel épisode de pas Game of Thrones du coup, et je comprends pas ce qu'il a traduit la maison des Wivres, ça l'amuse. Il a une hantise des trucs qui s'appellent dragons, alors que c'est pas des dragons parce que ça a que 2 pattes, insupportable. Mais ou l'inverse, je ne sais pas. On s'en fiche. Ça m'a juste perturbée. Voilà. Donc, comme je vous le dis, tout fil mérino avec un petit peu de drapé, mais pas trop. On évite les fils sur alpaga parce que ça se détend trop. Fonctionnera très bien. Vous pouvez voir les versions de mes testeuses qui ont utilisé une variété de fils, que ce soit des bases laine ou des bases plus légères estivales, les fils Merino Tencel, etc. Tout ça, ça fonctionnera, ce sera chouette. Et voilà. Voilà. Que dire de plus ? Le patron est en diagramme uniquement. Comme je vous le dis, vous en avez 2 différents pour les plus grandes tailles aussi. Et en termes de difficulté, c'est plus une question d'attention sur la durée. Les motifs de dentelle en soi sont basiques. Il n'y a pas de point particulier. C'est des jetés, des diminutions classiques. Vous avez ici un petit jeu de fausse torsade, mais qui se fait très simplement, et que vous avez peut-être déjà vu ailleurs, parce que c'est assez commun. Mais voilà, donc ce sont des petites colonnes, vous voyez, comme ça. Donc c'est très facile de se repérer, et les répétitions sont extrêmement courtes, en fait, il n'y a que 8 rangs. Voilà. Donc, les seuls points peut-être particuliers, c'est sur ce motif-ci, il faut faire quelques jetés sur l'envers au niveau du haut du corps, sachant que vous avez déjà fait tout ça en rond, donc à ce moment-là, vous devriez être assez à l'aise. Ça reste assez simple, assez basique. Parmi mes testeurs, j'ai toujours des gens qui sont de niveaux différents, qui s'en sont bien sortis. Et il faut faire suivre la dentelle, mais encore une fois, vu qu'on est sur des trucs verticaux, comme ça, vous voyez bien où vous en êtes. Et ça ne pose pas de soucis pour quelqu'un qui a déjà fait un peu de dentelle et qui est à l'aise avec une lecture de diagramme assez classique. Voilà, donc comme je vous le dis, c'est pas de la dentelle difficile, mais c'est un pull tout en dentelle, en fingering à un échantillon assez dense, puisque j'ai un échantillon de 27 mailles sur 10 cm, donc ça prend du temps, forcément. On se lance pas dans un projet comme ça en pensant que c'est la même chose que de faire un pull en jersey tout simple, mais si vous êtes quelqu'un qui aime bien suivre les diagrammes, qui aime bien faire de la dentelle et qui est motivé, c'est pas une difficulté supplémentaire. Il y a juste à passer le cap de passer un petit peu de temps sur son projet tricot. Mais voilà, ce qui convient pas à tout le monde. Hein. Je pense que c'est aussi, ça fait partie de la difficulté, comment dire, le fait de devoir attendre. Forcément, quand on débute, c'est pas très agréable de passer 6 mois, bon, faut pas 6 mois non plus, mais c'est pas très agréable de passer des mois sur un même projet. On n'a pas l'impression d'avoir un résultat. Donc c'est pour ça que je parle un petit peu de l'investissement temporel dans la difficulté aussi, parce que pour moi, je pense que c'est quelque chose dont il faut parler, et c'est assez normal que quand on débute, on se décourage si quelque chose est trop long, même si en soi, c'est pas compliqué. Donc voilà. C'est les retours que j'ai de mes testeurs, forcément. C'est assez simple, quel que soit le niveau du tricoteur. Tant qu'on a fait un petit peu de dentelle, qu'on sait lire une grille, il n'y a pas de souci, mais voilà. C'est un pull tout en dentelle. Et je l'aime beaucoup. J'en suis très contente. J'aime énormément le rendu de ce fil qui, je l'espère, fera un jour un retour. Mais sinon, je le vois très bien en les mélanges laine-coton aussi, que ce soit la Biobalance qui fonctionne, la Coste de Holzgarn également. Voilà, ce genre de mélange, quelque chose d'assez équilibré, avec un peu de légèreté et de drapé, et ça fonctionnera très bien. Voilà,
Donc c'est pas laine, comme toujours, hein, voilà, je vous dis, tout est modifiable, la longueur, les manches, vous pouvez, comme c'est une construction à épaules tombantes, on peut aussi faire une taille de manche différente par rapport au corps, sachant que moi, la façon dont je grade mes patrons, c'est... Ma règle, c'est je déteste les manches trop serrées, donc je prévois toujours pas mal d'aisance en termes de circonférence de tour de bras, mais l'avantage de cette construction, c'est que quand vous arrivez ici, sur la hauteur d'emmanchure, vous pouvez changer de taille. C'est-à-dire, vous suivez la circonférence, disons, de la taille 6, mais vous voulez un tour de bras, vous avez des bras plus fins par rapport au standard, et vous voulez un tour de bras plus resserré, et ben, vous suivez la hauteur d'emmanchure de la taille 5 ou 4, et les manches de la taille 5 ou 4, et ça fonctionne très bien. Vous pouvez comparer avec des modèles ou des pulls du commerce que vous avez, on compare les mesures et on fait sa propre popote. C'est l'avantage d'avoir des constructions simples, ce que moi j'aime beaucoup faire quand on a autant de motifs qui se baladent, c'est d'avoir un pull qui en soi est assez simple. Mais voilà. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc Palen, qui est disponible sur Ravelry et Payhip. Je pense avoir rien oublié, je suis un peu partie dans tous les sens, notamment avec la grossière interruption de mon frère concernant les dragons. Ne me divulgachez pas la série, je vais attendre que tout soit sorti pour la regarder. Parce que je n'ai aucune patience. Ce qui est contradictoire, mais disons que j'ai pas la patience de commencer puis d'attendre. Voilà, je suis de cette génération-là de personnes absolument insupportables qui aiment bien regarder toutes les choses d'un coup. Voilà. Donc, Palen, je vais y arriver. Qui est disponible sur Ravelry et Payhip et qui est en promotion pour la sortie. Vous avez moins 15% avec le code Palen sur Ravelry jusqu'à dimanche après la publication de ce podcast. Voilà. C'est tout, je pense. Je vais passer, on remonte un peu dans le temps, et la semaine dernière, j'ai publié un autre modèle. Ça va être une avalanche, hein. Je vous préviens, les gens qui aiment pas quand on les bombarde de choses, voilà, ce n'est pas l'épisode pour vous. Si vous aimez les gens qui passent de pull léger dentelle à gros châle doudou, au contraire, peut-être que c'est un épisode pour vous. J'ai publié un modèle la semaine dernière en collaboration avec Anna de Lana et Tricot. Donc début septembre, c'est l'anniversaire de la boutique d'Anna, qui a sa boutique Lana et Tricot à Grenoble. Et tous les ans, elle organise un événement autour de sa boutique. Et elle m'avait contactée au début de l'été pour savoir si j'avais le temps de faire une petite collaboration avec elle, puisque le thème de cette année, pour son anniversaire, c'était les laines de la péninsule ibérique, donc Espagne et Portugal, puisque Anna est d'origine espagnole, comme moi. Même si elle sait parler espagnol, pas comme moi. Mais et donc, voici ce qui est né de cette collaboration. Elle m'a proposé de créer un châle avec la Manchelopi. La Manchelopi, c'est un fil de la marque Wool Dreamers qui ont pas mal de gammes différentes. Ils ont eu la gentillesse de m'envoyer quelques trucs en plus pour que je puisse tester. Donc c'est une marque espagnole qui fait notamment la Manchelopi, qui est un fil non filé. Façon Plotulopi et Nutiden. Sauf que, eh bien là, on utilise le mérino espagnol, qui est donc beaucoup plus doux. Beaucoup plus doux. Et donc, j'ai créé le châle d'Itanie. Et alors, ça va être terrible. Qui est un châle en forme de mi-lune, mais qui se tricote en biais. Et donc ça a été tricoté avec seulement 2 cakes de Manchelopi, que vous trouvez donc dans la boutique d'Anna. Et l'avantage de la Manchelopi, c'est que le cake arrive avec 2 brins déjà ensemble. Les laines non filées comme ça, souvent on les tricote en double, soit sur elles-mêmes, soit en double avec du mohair, parfois même en triple, etc. Parce que quand vous avez une laine mèche qui n'est pas filée, elle se défait. Et
la Manchelopi arrive déjà en double, ce qui fait que vous n'avez pas besoin de tenir 2 cakes en même temps. Et j'ai adoré tricoter avec la Manchelopi. J'ai pas énormément d'expérience avec les laines comme ça, mais la Manchelopi, je la préfère beaucoup à mon expérience avec la Nutiden par exemple. Le fait que ce soit déjà en double, elle s'est beaucoup moins cassée pour moi. J'ai quand même eu un petit peu de temps d'adaptation, bien sûr, faut être délicat, c'est un coup à prendre. Mais je pense que la Manchelopi est beaucoup plus agréable, pour moi en tout cas, pour ma façon de tricoter. Elle est aussi plus douce, c'est du mérino forcément. Donc si vous aimez cette expérience de laine mèche comme ça, mais que la Nutiden, la Plotilopi, tout ça, c'est un peu trop rustique pour vous, ça veut dire rustique, on reste sur du fil non superwash naturel, hein. Mais ça, c'est du mérino, donc c'est quand même un cran beaucoup plus moelleux. Et donc, qu'est-ce que ce châle? Après avoir déblatéré sur le fil, vous avez plusieurs coloris non teint et teint, donc là on est sur un gris clair. Je vous ai prévenu, ça va être très gris. Ça va être très gris. C'est un châle qui se tricote de pointe à pointe, donc on commence par monter un tout petit peu de maille ici, et on augmente petit à petit pour construire cette bordure, qui est une bordure toute simple. Vous avez des instructions en gris et écrites, donc c'est un châle qui est très adapté pour les débutants. Vous avez des petites mailles glissées sur les bords, des torsades toutes simples, de 2, voilà. Et ici, on a de la demi-brioche. Donc c'est pas tout à fait comme de la brioche, c'est un peu plus simple. Et vous avez dans le patron, vous avez une vidéo. J'ai fait une vidéo explicative qui vous montre exactement comment faire ce point. C'est 2 rangs, c'est un peu comme des côtes, c'est tout simple. Et vous avez la vidéo. Et une fois qu'on a mis en place cette bordure, eh bien on commence ici à augmenter, tout en gardant une petite bordure maille glissée point mousse ici sur le haut du châle, et on augmente pour avoir une partie en jersey. Une fois qu'on en a marre d'augmenter, ou qu'on a utilisé environ 1/3 de son fil, puisque c'est l'avantage de ce châle, c'est qu'il est extrêmement modifiable. Vous pouvez utiliser n'importe quelle quantité de fil, vous pouvez utiliser des échantillons différents, des épaisseurs de fil différentes, puisque vous augmentez, hop, on s'arrête, on tricote tout droit pour un 2e tiers, et hop, on rediminue. Donc une fois qu'il nous reste la même quantité de laine que ce qu'on a utilisé pour augmenter, une fois que vous avez fini d'augmenter, le patron vous dit de peser votre fil pour savoir combien vous avez utilisé là, et admettons vous avez utilisé 52 grammes, et bien vous pouvez tricoter tout droit jusqu'à ce qu'il ne vous reste que 52 grammes, et comme ça vous pouvez refaire l'inverse, diminuer et rediminuer la bordure jusqu'à la pointe. Voilà, ça fait que c'est vraiment un châle que vous pouvez faire à n'importe quel échantillon en vérité. L'échantillon que j'ai pour la Manchelopi, c'est un très gros échantillon, c'est de 12 mailles sur 10 cm, parce que c'est vraiment un gros fil doudou qui se tricote en 6 mm. Donc vous imaginez la rapidité de ce projet. Voilà, quand je vous dis qu'on passe du coq à l'âne, hein, projet un peu plus lent, projet ultra rapide. Voilà. Mais vous pouvez aussi le faire avec de la déca classique. La Manchelopi est considérée comme de la déca, mais puisqu'on est sur un fil qui gonfle énormément, en vérité ça correspond plus à un échantillon de worsted, Aran, voire bulky, les plus grosses épaisseurs de fil. Mais voilà, donc vous voyez, j'ai utilisé seulement 2 cakes, donc environ 500, même pas en fait, moins de 500 mètres du coup. Et on a quand même un châle qui est assez chouette. J'aime bien faire les constructions en biais, vous vous en êtes peut-être aperçu, parce que le résultat c'est qu'on a quand même une courbe simple et souple, comme un châle en demi-lune, sans avoir l'éventuel rebord ici qui rebique, et on a quand même quelque chose qui n'est pas trop profond et qui est suffisamment long pour être porté et bien tenir en place. Vous voyez, vous pouvez même faire des nœuds si vous aimez faire des nœuds comme ça. Bon, je l'ai mis un peu n'importe comment, mais vous voyez la taille qui est quand même hyper confortable, et vraiment la douceur de la Manchelopi est hyper agréable, et je suis très contente du rendu
dans cette bordure texturée. Voilà. Donc le châle d'Itanie que vous retrouvez déjà sur Ravelry et Payhip. Voilà, il est déjà en ligne et vous pouvez également trouver la Manchelopi sur la boutique d'Anna. Donc il y a des coloris naturels et il y a également quelques coloris un peu pastel. Bleu, rose et vert si je ne me trompe pas. Mais vraiment une chouette découverte. Je pense me tourner davantage vers la Manchelopi quand j'aurai envie de faire mes expérimentations avec des fils comme ça non filés. J'en ai un petit peu dans mon stage pour faire éventuellement en jacquard parce que j'ai vu des échantillons en jacquard et je trouve aussi que c'est très joli. Mais voilà pour d'Itanie. Et le deuxième modèle de ce podcast que j'avais à vous présenter. Je pense aussi que c'est bon, je n'ai rien oublié. Et vous en avez marre du gris? Eh bien, il va falloir tenir encore un petit peu, puisque j'ai publié mi-août un modèle de chaussettes que j'avais envie de vous montrer ici également. C'est le désavantage de faire des podcasts moins souvent. Plus de blabla, plus long, mais du coup je vous montre beaucoup de choses. Donc j'espère que je vous assomme pas trop, mais c'est comme ça que je vais devoir procéder pour les mois à venir et peut-être plus longtemps que ce que j'avais prévu. Mais voilà, donc plein de choses à vous montrer. Les chaussettes Montélimar, qu'il me semble que je vous avais montré en podcast, je crois, quand j'étais en train de les tricoter. Mais ce sont des petites chaussettes en dentelle avec ce joli point qui vient de mon châle Pirula, qui est un modèle de châle que j'ai publié en juin et que j'aime beaucoup et que j'ai envie de mettre partout. Et donc on commence par le mettre sur des chaussettes. Donc c'est une dentelle simple, avec juste jeté diminution et une double diminution, et qui se tricote sur toute la jambe. Donc les chaussettes se tricotent des côtes vers la pointe, 2 talons au choix, soit le talon à renforcement avec gousset ou le talon à rang raccourci à l'allemande, comme souvent. La dentelle est en diagramme uniquement. Elle est adaptée pour occuper le même espace sur toutes les tailles de chaussettes. Et voilà. Petites chaussettes d'été toutes simples. Je les ai tricotées en Arwetta de Filcolana, qui est leur base mérino nylon, une fingering toute douce, hyper polyvalente, que j'aime beaucoup. Et c'est le coloris marzipan, donc pâte d'amande. Alors c'est pas tout à fait la pâte d'amande. Ce qu'ils appellent marzipan, je n'arrive jamais à savoir si c'est la pâte d'amande ou si c'est la frangipane, parce que parfois ils font les deux. Alors si vous savez, dites-moi. Mais quelque chose avec des amandes. Et du coup, je sais pas, je me suis dit tiens, j'avais envie de nougat. Il y a une chanson. Il y a une chanson que je viens de me mettre dans la tête. Brigitte Fontaine, c'est ça. le nougat, tout ça, Montélimar. Voilà, je trouvais que c'était un joli nom pour ces chaussettes. Et voilà, donc elles sont disponibles si vous aimez les chaussettes en dentelle. Voilà, un petit modèle simple et rapide qui est hyper motivant à tricoter parce que comme vous voyez, vous avez des repères comme ça, donc vous avez envie d'arriver au suivant. Les gens qui ont envie de se mettre à la dentelle, c'est un bon moyen en chaussettes, je vous le dis souvent, des chaussettes pour apprendre des nouvelles techniques, moi j'aime beaucoup. Et voilà. Rien de plus à dire. C'est assez simple et direct pour les petites chaussettes Montélimar. Avez-vous survécu? Avez-vous survécu à l'avalanche de gris et de modèles? Je remets tout ça là. Petite récompense du coup, en passant à d'autres projets que j'ai envie de vous montrer qui sont beaucoup plus colorés. Beaucoup plus colorés. J'ai terminé mon top Rosenlund que je vous avais montré dans le dernier épisode, sauf que j'ai eu un cheveu. Oui, je vous avais montré dans le dernier épisode, il était presque terminé, et bien le voici. Le voici fini. Encore de la dentelle, navré. Ça va bientôt s'arrêter, hein. Ne vous inquiétez pas.
le top Rosenlund de Sari Nordlund, donc qui est une créatrice finlandaise. Et donc c'est un petit débardeur avec ce très joli panneau de dentelle qui est sur le devant et sur le dos, avec un petit peu de torsade également ici, et le reste du corps en point de blé et les finitions en côte torse. J'ai adoré tricoter ce projet, je vous l'avais dit, hein, c'est typiquement le genre de projet que j'adore tricoter, qui est motivant, qui requiert un petit peu d'attention, mais pas trop, et c'était vraiment hyper agréable. Je l'ai tricoté en Landlust Summerside, fil que j'aime énormément pour l'été, un mélange de coton et de soie, dans ce rouge vif que j'aime énormément. J'aime tout. C'est l'épisode où j'aime tout. En même temps, si je faisais des choses que j'aime pas... Il y a des gens qui font des choses qu'ils n'aiment pas, hein, et qui râlent sur les réseaux parce qu'ils se forcent à tricoter des trucs qu'ils n'aiment pas. Ce n'est pas mon cas. D'où peut-être la surenchère. Mais voilà, je suis très contente. Je vais peut-être insérer ici une vidéo portée. Je vais pas m'amuser à me changer, mais je vais filmer une petite vidéo où je tourne pour vous le montrer porté. J'ai fait la taille 3, mais ça correspond pas tout à fait aux mesures du patron parce que mon échantillon était plus resserré. La laine que j'ai utilisée, le fil que j'ai utilisé est plutôt un fil sport, donc mon échantillon était plus petit, plus resserré que celui du patron qui est tricoté avec de la DK. Donc j'ai fait la taille 3 pour obtenir une taille entre 2 et 3. Et je suis contente. Le petit truc peut-être qui n'est pas 100% parfait, c'est que comme le dos, au niveau du dos, comme il est tricoté droit comme ça, et qu'il n'y a pas de petit creux dans le dos, en fait, du coup ça remonte un peu trop sur ma nuque, je trouve. Mais je pense que ça va se détendre. Et puis c'est le patron qui est comme ça. Si ça m'embêtait tant que ça, je l'aurais modifié pour faire un petit creux, mais c'est un tout petit détail. Mais à noter, si jamais vous êtes quelqu'un qui a pas les épaules qui tirent, enfin voilà, je sais qu'il y a des gens chez qui c'est plus prononcé ce problème-là et qu'il faut vraiment creuser la nuque aussi. Voilà, petite note que c'est pas un modèle qui prévoit ça. Mais avec le tombé, au fur et à mesure, je pense que ça va se détendre. Et c'est de toute façon, j'ai environ 6 kg de cheveux par-dessus, donc voilà. Puis c'est pas non plus... c'est pas visible, disons, c'est juste que c'est moi qui le sens. Mais voilà. Voilà. Pour le petit top Rosenlund, j'ai fini du coup de tricoter, je pense, mes modèles estivaux. Je vais passer... j'ai quelques projets que j'ai très envie de faire, mais j'attends qu'ils sortent. En ce moment, je repère pas mal de modèles que j'ai envie de tricoter sur les réseaux et j'attends gentiment qu'ils soient publiés. Et au moment où vous voyez cette vidéo, j'ai sans doute déjà commencé un projet puisque il sera sorti. Mais je vais passer à pas mal de projets plutôt automnaux, hivernaux. Donc voilà, bye bye l'été. Bye bye l'été, mais quand même, on fait des trucs... comment dire ? On fait des trucs un peu estivaux. En tout cas, moi, ce projet que je vais vous montrer, qui est un en cours, me fait un peu penser à l'été, puisqu'il s'agit du châle Urban Folk de Atelier Émilie. Ça me fait penser à l'été parce qu'elle l'a publié cet été, sauf erreur de ma part, mon début d'été. Et c'est un projet qui est très amusant, qui est un peu utilisation de restes, qui est très transportable aussi. Et donc tout ça, ça me fait penser à l'été. Mais quand on met des coloris automnaux, ça marche aussi. Je le transporte dans mon sac Woolbags, qui fait des très jolis sacs et des très jolis, avec des très jolis tissus. Le châle Urban Folk. Donc c'est un châle qui a une bordure en granit, en carré granit. Carré granit, ça a un autre nom en français, dites-moi, peut-être. Et le reste du châle est un châle un peu triangulaire tricoté.
donc en tricot. Donc ça mélange crochet et tricot, ce que je trouve très chouette, ce que je trouve très... alors c'est pas... j'allais dire original, oui, mais ça se fait depuis assez longtemps. Il y a pas mal de modèles qui mélangent à la fois tricot et crochet, mais c'est assez osé, disons, pour un designer, parce qu'on s'aliène un peu les gens qui aiment pas crocheter, et en faisant un truc tricot-crochet, et on s'aliène les gens qui aiment pas tricoter, vous voyez. Donc quand Atelier Émilie l'a sorti, je l'ai énormément aimé ce modèle. Je trouve qu'il est vraiment très très chouette, d'une simplicité hyper agréable, et qui permet quand même énormément d'amusement avec les couleurs, puisque donc, on tricote cette bordure en carré granit. Donc on fait 25 carrés comme ceci, avec plein de couleurs ou pas. En fait, on peut aussi très bien faire un modèle uni, mais moi j'avais envie d'utiliser des restes, puisque quand elle a sorti son châle, Yarn by Simone, a sorti des kits avec différents coloris, et un de ces kits était dans des tons automnaux, et du coup ça m'a un petit peu inspirée pour piocher dans mes restes et trouver des équivalents. Et j'ai fait mes petits carrés. Mes petits carrés. Je suis pas une grande crocheteuse. Je sais faire... comment dire, j'ai fait quelques amigurumi en suivant des tutoriels photos, mais je sais pas trop ce que je fais. J'ai fait un bonnet une fois, pareil, en sachant pas trop ce que je faisais. Et je sais faire les brides toutes simples. Vous savez, j'avais commencé à un moment ces fameuses couvertures juste en bride, en crochet, en utilisant des restes. J'en avais commencé une, ça m'ennuyait un peu trop, donc je l'ai défaite. Et j'avais pas fait grand chose, hein. Mais voilà, donc c'est tout. Je suis pas du tout douée en crochet. J'ai envie de m'améliorer, j'ai envie d'apprendre, parce qu'il y a énormément de créateurs qui sont hyper talentueux, qui me plaisent beaucoup. Notamment, dans Pom Pom, il y a souvent des modèles au crochet. Dans le magazine anglophone Pom Pom, il y a souvent un petit peu de modèles en crochet, qui sont généralement hyper chouettes. Il y a 2 créatrices en particulier auxquelles je pense. Une, c'est Lilia Bjorn crochet. Je vous mettrai les liens en description, hein, évidemment, comme tout le temps. Lilia Bjorn, elle fait pas mal de choses très différentes, mais elle fait notamment des pulls que je trouve hyper chouettes, qui en fait ça correspond à des yokes en mosaïque, en brioche aussi, en jacquard, mais version crochet. Alors c'est peut-être un petit peu insultant de comparer le crochet, de le ramener à des techniques de tricot. C'est pas du tout une volonté de ma part, c'est juste que je ne connais pas les termes, et je connais très peu, donc je compare à ce que je connais. Mais visuellement c'est hyper chouette, et c'est hyper intéressant, parce que le crochet, quand on fait des choses comme ça qui sont des yokes comme du jacquard ou de la brioche, etc., mais qu'on les fait en crochet brioche, crochet mosaïque, il y a le côté texturé qui est hyper sympa. Et je trouve que Lila Bjorn, elle fait des... je l'appelle comme ça, mais je sais pas si c'est son nom, hein. C'est le nom de son compte Instagram. Je trouve qu'elle fait des modèles qui sont hyper originaux, et à la fois qui peuvent être très minimalistes en fonction des couleurs choisies, et c'est très sympa. Une autre créatrice que j'aime bien, c'est Holly Woodward, qui elle fait des modèles à la fois qui jouent sur les textures et les couleurs. Elle fait pas mal de hauts estivaux, de choses, soit des gilets légers ou des t-shirts qui ont l'air plus simples de prime abord, et que j'aime beaucoup aussi. Elle joue pas mal sur les formes, et ça m'a l'air très un peu plus accessible, et c'est très agréable à porter à chaque fois avec les fils qu'elle utilise. Mais voilà, donc il y en a plein d'autres, hein. Il y a énormément de créateurs en crochet qui font des choses. Voilà, le crochet c'est pas que des couvertures et des jouets. Et du coup j'ai vraiment envie de m'améliorer. Et donc je fais petit pas par petit pas, et je commence par un projet qui mélange crochet et tricot, parce que j'ai complètement craqué sur sur ce modèle d'Atelier Émilie. Et donc
même en n'étant pas crocheteuse, c'est très accessible. J'ai un petit moment... j'ai eu un petit moment d'adaptation, c'est-à-dire que j'ai regardé, il y a des vidéos dans le Patreon, etc. Donc c'est hyper clair. J'ai suivi le Patreon en français parce que il y avait plus d'explications dans le modèle en français que dans le modèle en anglais. C'est ça aussi le problème avec le crochet, c'est que en anglais il y a deux terminologies. Il y a la terminologie britannique et la terminologie américaine qui parfois utilisent le même terme pour deux choses différentes. Donc c'est super pratique. Merci. Merci. Ils sont sympas avec moi. Mais bon, si je veux tricoter des modèles anglophones, il va bien falloir que j'apprenne tout ça. Mais là, j'avais envie d'une entrée en matière plus légère. Donc j'ai profité du fait de tricoter un modèle d'atelier mini pour prendre les instructions en français. Et chose étonnante, j'ai suivi le diagramme. Je pensais pas du tout me diriger vers le diagramme, mais instinctivement, ça a mieux fonctionné pour moi. Je pensais pas, hein, parce que vraiment, quand on regarde un diagramme en crochet, je sais pas si vous si vous crochetez pas, mais que vous avez sans doute déjà vu des diagrammes en crochet. Qu'est-ce qui se passe? On dirait une invocation de démon. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais en fait, ça a fonctionné avec ma façon de comprendre les choses. Donc je dis pas que pour les modèles beaucoup plus complexes, ça fonctionnera, mais qui sait. Mais vous avez les deux, vous avez une instruction en diagramme écrite et vous avez également plusieurs vidéos qui vous montrent pas à pas comment faire un carré. Donc j'en ai regardé quelques-unes, j'ai regardé également comment faire pour changer de couleur, ce qui n'était pas évident pour moi. Ça fait plein de petits fils à rentrer, donc il faut les rentrer au fur et à mesure. Mais c'est très vite, au bout du deuxième, c'était déjà un projet sans trop d'attention. J'ai pu regarder... mes séries, regarder The Sandman 2 fois, parce que j'ai un problème. C'est-à-dire que non seulement il faut que toute la série sorte d'un coup, mais en plus, il faut que je la regarde plusieurs fois quand j'aime beaucoup. Voilà. Et j'ai fait ça finalement assez rapidement, en une saison de Sandman et demie. Voilà. Finalement, le plus long était de tout coudre. J'ai fait courir un fil du début à la fin, hein, c'est-à-dire j'ai pris un long fil pour faire la couture et à chaque fois je le faisais passer pour aller d'un bout à l'autre. Et voilà ce que j'ai. Un petit peu bizarre. Et maintenant je vais relever les mailles. Si j'ai bien compris, de là à là, on relève les mailles. Non, ça c'est tordu. À là, voilà. On relève les mailles. Et c'est du point mousse, sauf erreur de ma part. Pour le reste du châle, donc tranquille. Même si je vais pas regarder le Sandman une troisième fois pour faire le corps du châle, mais ça va être... je vais le faire en blanc, du coup, le corps du châle. J'utilise des restes, parce que j'avais pas envie d'acheter des trucs alors que j'ai 15 milliards de restes. Et j'ai eu un peu de mal à choisir mes coloris. Je pars vraiment dans tous les sens dans cet épisode, c'est assez terrible. J'ai eu un peu de mal à choisir mes coloris, je voulais quelque chose d'automnal, mais en même temps j'aime bien quand on construit des palettes automnales. Je trouve que c'est pas mal d'avoir un des coloris qui sort un peu, soit pour illuminer, soit pour assombrir. Donc là j'ai choisi cette espèce de bleu très clair pour changer un petit peu. Ce sont des restes de Manos del Uruguay Alpaca Heather, donc mélange laine alpaga de Manos del Uruguay, qui est une marque uruguayenne, avec laquelle j'avais collaboré. Ce sont les restes de mon gilet Lénore, qui est un gilet en jacquard que j'avais fait en début d'année. Et ce sont des restes sport. Alors, le châle d'Atelier Emily utilise fingering plus dentelle mohair. J'avais pas envie de faire ça. Et surtout j'avais pas les restes qui y correspondaient. Donc je me suis dit je vais juste utiliser de la sport principalement et de la fingering pour le corps du châle et le coloris bleu et le coloris blanc. Oula, j'espère que vous êtes réveillés parce que c'est tellement incohérent. Bref, toutes les couleurs
automnales, donc les rouilles, ocre, vert foncé, bordeaux. C'est le Lana Alpaga de Manos del Uruguay en sport. Le bleu ciel et le blanc, c'est la Drops Flora. J'en ai pas mal dans mon stash. La Drops Flora, c'est aussi Lana Alpaga, mais c'est de la fingering. Ça me dérange pas moi de mélanger les choses, d'autant plus, surtout pour un châle, d'autant plus que l'échantillon du patron est de 21 mailles sur 10 cm en point mousse. Pour un châle, moi en fingering ça passe très bien, surtout que comme la Flora est en alpaga, à de l'alpaga, elle a un joli halo et elle gonfle pas mal. Et je sais qu'à cet échantillon ça va être joli, et c'est ce que j'ai généralement avec 4 mm. Et je suis assez contente parce que, enfin, du coup sur le crochet c'est pas très grave hein, sur des choses comme ça de reste et un détail comme ça, c'est pas très grave si mes fils n'étaient pas de la même épaisseur et que les parties en bleu et en blanc sont un peu moins denses que le reste. Ça ne se voit pas. Voilà. La Drops Flora, je l'aime vraiment beaucoup. Hein. Ça m'embête que Drops soit une entreprise qui me plaise pas des masses en termes d'éthique. Mais il y a d'autres mélanges laine alpaga qui sont vraiment très très chouettes avec 30 ou 50% d'alpaga. Ça permet en fait d'avoir quelque chose qui a du drapé, qui s'étoffe, qui a un joli halo et qui n'est pas trop lourd, qui n'a pas trop de tombées. Donc si vous aimez beaucoup l'alpaga, je vous conseille de vous tourner plutôt vers des fils qui utilisent l'alpaga en mélange plutôt que du pur alpaga, sauf si c'est pour faire vraiment un châle. Parce que je dis ça parce que souvent les gens ont des fils en pur alpaga ou l'alpaga cachemire, soit ce mélange-là, et me demandent si c'est approprié pour faire des pulls. Moi ça m'embête de vous dire oui, parce qu'après vous allez avoir, si jamais il y a un souci, ce sera à cause de l'alpaga qui est très lourd. Et du coup, c'est très très lourd. Et donc si vous faites un truc qui a besoin d'un petit peu de tenue, comme un pull, il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit avec des coutures, qui soit en un échantillon hyper serré, pour pouvoir, pour que je me sente à l'aise, pour vous dire ok. Parce que sinon, après ça fait des tentes. Et ça se détend. Ça se détend en tente. Voilà. D'où mon amour pour les mélanges laine alpaga, parce que j'adore l'alpaga, mais l'alpaga pur ça m'embête, donc j'aime bien quand ça mélange laine alpaga. Et Drops a la Flora, la Lima et la Népal, je pense. Oui, c'est ça. Qui est une gamme que je trouve très polyvalente pour plein de choses. C'est très joli en jacquard, c'est joli en dentelle, c'est joli juste en jersey ou en texture classique, même en torsade, ça rend bien. J'ai un pull en Drops Lima, etc. Donc voilà. J'en ai pas mal à mon stash et c'est pour ça que j'ai pu en sortir suffisamment, je l'espère, pour pouvoir faire ce châle, qui sera un châle blanc. Je n'ai pas vraiment beaucoup de châles blancs, mais voilà où j'en suis. Pour cet en cours, j'ai un peu parti dans tous les sens, mais c'est comme ça. Il fait chaud. Il fait chaud, je suis discrète, j'ai beaucoup de choses à vous dire et du coup, je rends les choses encore plus confuses. Mais c'est tous les projets que je voulais vous montrer dans cet épisode. Et pour terminer, je voulais vous faire un petit aparté Patreon, puisque sur le mois de septembre, le thème sur Patreon, c'est un vlog de création de modèles pour magazine. Donc si vous ne savez pas, j'ai une page Patreon à travers laquelle vous pouvez soutenir mon entreprise. Ça vous permet d'avoir accès à du contenu exclusif et des patrons offerts en échange de votre abonnement en fait. Et chaque mois vous avez une vidéo spéciale dédiée à Patreon, et pour septembre j'ai enregistré
la création en fait et l'écriture, etc. d'un modèle en collaboration pour un magazine. Donc j'ai eu la chance de publier un modèle dans le numéro 8 de Making Stories. Numéro 8, c'était très belge ça. Le numéro 8 de Making Stories. Je vous le montrerai dans le prochain épisode parce que sinon on n'a pas fini. Mais j'ai tourné pour Patreon du coup tout le processus de création de ce modèle avec les particularités dues au fait que ce soit pour un magazine et donc tout ce qui va avec, c'est-à-dire que c'est pas moi qui choisis la façon dont j'écris le patron, parce que oui, si vous n'aimez pas la façon dont les patrons dans les magazines c'est écrit, c'est pas la peine de crier sur les designers, parce que c'est pas leur faute. Voilà. Dans le cadre de Making Stories, c'est assez proche en fait de ma façon d'écrire les patrons, mais il y a quand même quelques particularités. Et c'est un autre processus de création par rapport à une publication indépendante, individuelle. Et donc voilà, c'est un petit vlog que j'ai préparé pour mes Patreons qui est disponible à partir du niveau 2, donc c'est 5 € par mois. C'est un abonnement mais qui est flexible, vous pouvez venir repartir comme vous le souhaitez. Et voilà, merci énormément à toutes les personnes qui me soutiennent sur Patreon, je vous suis extrêmement reconnaissante, ça me permet vraiment d'être un petit peu plus sereine sur la pérennité de mon entreprise et sur d'autres projets que je peux avoir envie d'entreprendre et qui prennent du temps. Voilà, c'est tout je pense pour cet épisode. Ai-je oublié de vous parler de quelque chose? Non, c'est bon, voilà. Beaucoup de choses, beaucoup de divagations qui je l'espère ne vous auront pas trop embrouillé, mais voilà, merci énormément d'avoir regardé cet épisode. Je devrais vous retrouver finalement dans pas si longtemps parce que je me suis dépatouillée de sorte à bien espacer l'enregistrement d'épisodes, mais je pense normalement vous retrouver d'ici 2 petites semaines, alors que j'enregistre à des moments qui n'ont rien à voir, je suis complètement décalée niveau temporalité, mais je devrais vous retrouver vers le 20 septembre, je pense, pour un autre podcast où je vous parlerai notamment de ce modèle qui est publié dans le Making Stories numéro 8 et d'autres aventures de comment dire de consommation obsessionnelle de séries, n'est-ce pas? Mais voilà. Je vous souhaite une très belle fin de journée ou soirée, peu importe quand vous regardez cet épisode, et je vous dis à bientôt. Salut!